Ce soir, on va parler d'un sujet qui anime depuis très longtemps alors notre profession, celle d'ostéopathe, puisque les premières fois où on a débattu de la question du modèle d'organisation et de régulation de la profession, je pense que c'était en 2007 ou 2008, puisqu'à l'époque, de mémoire, il y avait eu une proposition de loi qui avait été initiée par un député à la demande d'une association d'ostéopathes de créer un ordre. Et donc déjà à l'époque, ces questions existaient, et on avait, je crois, de mémoire en 2008, déjà organisé un débat au SFDO. On avait demandé aux adhérents du syndicat ce qu'ils souhaitaient que nous fassions en termes d'orientation politique, et s'ils souhaitaient que nous engagions dans la voie de créer un ordre ou pas, et la réponse avait été, je crois, à 80% contre. On a reposé la question de mémoire en 2018 après un long débat sur toutes ces questions de statut et de régulation. C'est un sujet récurrent depuis longtemps et pour lequel on a écrit et commenté beaucoup depuis toutes ces années. Sur la régulation de la profession, il y a vraiment un enjeu sur la régulation. Je crois qu'il y a une forme de consensus aujourd'hui pour dire qu'il faut qu'on la régule, cette profession, tant d'un point de vue qualitatif que d'un point de vue quantitatif. Donc c'est un enjeu à la fois majeur et complexe. Et je crois qu'il y a une forme d'impatience de la profession dans toutes ses dimensions pour qu'on avance sur la régulation. Il y a de nombreuses questions écrites qui sont posées par différents parlementaires, sollicitées par différents groupes d'ostéopathes. La réponse est un peu invariante pour ce qui nous concerne. Réponse après réponse aux parlementaires, en gros. Tant qu'on n'aura pas réussi à réguler la profession du point de vue de la formation et de la déontologie, il ne sera pas tellement possible d'aller beaucoup plus loin, et notamment sur la question des professions de santé. Et il y a eu une réponse très très récente là en avril dernier, qui était une fin de non-recevoir assez absolue. Donc en gros, ce qui nous est renvoyé par la tutelle, c'est il faut qu'on régule globalement votre profession pour qu'on puisse espérer ensuite pouvoir franchir d'autres étapes. Et donc ce soir, ce qu'on va examiner, c'est quels sont les deux grands modèles que le droit français propose en termes d'organisation d'une profession. En gros, on a le choix entre deux modèles. On a à gauche l'ordre professionnel, qui est vraiment le modèle archi-classique en France, c'est celui qui est reproduit depuis 80 ans à peu près. Et puis un modèle un peu plus récent, qui est le modèle de l'autorité publique indépendante, qui est celui que le SFDO porte avec l'UPO depuis 2 ans. Mais c'est au SFDO une réflexion très ancienne en fait. Depuis 2009, on réfléchit à la création, alors au départ d'une autorité administrative indépendante, mais qui est en fait un cousin germain de l'autorité publique. La grosse différence en fait entre les deux étant l'autonomie financière, l'autorité publique indépendante ayant un plus haut degré d'autonomie financière et d'indépendance. Donc voilà les deux modèles aujourd'hui qui sont disponibles dans le système juridique français. Les ordres professionnels, donc il y en a 7 dans le domaine de la santé, on va y revenir. Il y a les médecins, les kinés, les dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers et les podologues, je crois que j'en ai oublié aucun, qui sont, on va le revoir, des modèles qui sont très très profession centrés, avec toutes les difficultés que ça peut générer. Et puis le modèle de l'API, Autorité publique indépendante, est un modèle qui s'est créé qui s'est créé progressivement au fil du temps, jusqu'à ce qu'en 2017, une loi cadre vienne définir les conditions dans lesquelles ces autorités publiques ou administratives indépendantes peuvent être créées et quelles sont les règles auxquelles elles doivent répondre, qui sont notamment des règles de contrôle par le gouvernement et l'exécutif. Tout ce qu'on peut dire en tous les cas, et c'est ce qui est écrit en bas de cette diapositive, c'est que le statu quo n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester là où on est aujourd'hui. On a des vraies difficultés autour de la régulation de la formation des ostéopathes, notamment en tout ce qui concerne l'agrément des écoles, puisqu'on a vu, et on va y revenir également, mais la séquence de l'agrément des écoles en 2021 était un vrai fiasco pour un tas de raisons qu'on pourra discuter si vous le souhaitez. Mais en tous les cas, voilà, on ne peut pas rester au milieu du gué. On a aussi un enjeu sur la déontologie, on n'a pas de déontologie opposable, et même si on arrivait à obtenir une déontologie opposable aujourd'hui, on n'a pas de système qui permette de mettre en œuvre l'application de cette déontologie, autrement dit, qui soit en capacité de délivrer des sanctions à des praticiens qui transgresseraient les règles. Donc il y a vraiment un double enjeu, et l'enjeu est très très vaste, qui nous conduit à vouloir solliciter une évolution de la réglementation et de la régulation de la profession.
Alors, dans un premier temps, on va essayer de bien définir ce qu'est un ordre. On essaiera aussi de voir les limites du modèle ordinal. On verra qu'il y a une actualité quand même assez chaude sur les ordres. On va évoquer l'autre modèle qui est disponible, celui de l'API, puis on essaiera de faire une conclusion et une synthèse à la fin de tout ça. Donc les premiers ordres ont été créés en 1945. Ça fait dire de manière assez habituelle que les ordres ont une connotation un peu vichiste, un peu fasciste. Bon, je crois que c'est un faux débat. En fait, les ordres ont surtout été créés parce qu'il y avait une volonté de bien dissocier les rôles, le rôle des syndicats et le rôle d'un organisme chargé d'encadrer une profession et d'assurer la discipline au sein de la profession. Ce que je voudrais aussi souligner ici, c'est que le besoin d'ordre, et c'est le petit 2 de cette diapositive, c'est aussi d'encadrer là où il n'y a pas d'autorité hiérarchique. Je m'explique, et j'en parlais hier avec des étudiants, dans les professions qui sont essentiellement salariés ou fonctionnaires de l'État, il y a toujours une autorité hiérarchique, il y a toujours un cadre qui est fixé par la hiérarchie, et par conséquent, les professions ne sont pas livrées, et les professionnels ne sont pas livrés à eux-mêmes dans leur activité quotidienne. Alors que dans les professions de santé, l'exercice libéral est très répandu, donc évidemment les médecins, les dentistes, les sages-femmes, médecins dentistes de manière extrêmement importante, sages-femmes un peu moins, sont des professions qui ont une activité libérale. Les kinésithérapeutes et les podologues sont très très majoritairement libéraux, et donc il y a une forme de logique à vouloir proposer un organisme qui se substitue au fond à l'autorité hiérarchique naturelle du cadre salarial ou du cadre de la fonction publique. C'est d'ailleurs toute la difficulté qu'a rencontré l'ordre infirmier quand il a été créé en 2009 de mémoire, c'est que l'ordre infirmier a été créé sur une profession qui est très très massivement salariée ou fonctionnaire, puisque 80% des infirmiers et infirmières sont salariés ou fonctionnaires, et par conséquent il y a eu une très grande résistance dans cette profession face à la création de l'ordre, puisque l'argument principal était de dire finalement pourquoi est-ce qu'on devrait payer une cotisation à un ordre alors que nous sommes soumis à une autorité hiérarchique, soit de l'employeur quand c'était dans le privé, soit de l'hôpital dans le public. Donc en 1945, on a eu les médecins, les dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens qui ont vu leur ordre créé. Puis en 2006, on a eu les deux professions kiné et podo. Et puis en 2009, comme je l'expliquais, on a eu les infirmiers. Donc au total, on a 7 professions de santé qui sont organisées en ordre sur un total de 24 professions de santé. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de corrélation directe entre le fait d'être profession de santé et le fait d'être organisé en ordre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de professions qui n'ont pas de déontologie opposable, c'est-à-dire de déontologie qui soit d'application obligatoire par un décret, puisque seules les professions organisées en ordre aujourd'hui ont une déontologie opposable. Je sais que les orthophonistes, par exemple, demandent depuis longtemps à avoir aussi une déontologie opposable. Nous aussi, on le demande depuis longtemps. Et très fréquemment, la réponse qui nous est donnée, c'est oui, on voudrait bien, mais on a d'autres priorités. Donc un ordre professionnel, donc à gauche vous avez une synthèse et à droite vous avez la définition telle qu'elle est écrite dans le Code de la santé publique pour ce qui concerne les médecins, sages-femmes et dentistes, qui sont les 3 professions médicales. L'ordre, la première des missions de l'ordre, c'est de tenir, on appelle ça tenir le tableau de l'ordre, c'est-à-dire établir la liste des professionnels qui sont autorisés à exercer en vertu de leur diplôme, de leur titre professionnel. Donc il y a une obligation d'inscription à l'ordre des médecins, des sages-femmes, etc. pour exercer. Donc l'ordre exerce un contrôle sur l'entrée dans la profession et l'ordre vérifie que les professionnels disposent bien des qualifications requises pour exercer une profession. Donc ça c'est vraiment un rôle qui est essentiel. Deuxièmement, l'ordre a comme mission de représenter la profession et non pas les professionnels au niveau de l'État, puisqu'on a bien une distinction entre représenter une profession d'une part, et ça c'est plutôt une fonction ordinale, et représenter les professionnels qui est plutôt une fonction syndicale. Évidemment, les ordres ont pour rôle d'élaborer une déontologie et puis ensuite de la faire respecter. Et puis depuis 2009, les ordres ont aussi comme fonction de veiller au respect des obligations de formation continue, mais on va le voir tout à l'heure, en fait ils ont très très peu respecté cette obligation-là, et le contrôle sur le respect de la formation continue dans les professions organisées en ordre, en fait n'est pas du tout satisfaisant.
Donc à droite, vous avez ce que dit le droit. Alors, j'ai trouvé intéressant de le mettre parce que on voit que le phrasé quand même renvoie à un système de valeurs assez net. Donc c'est le maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement. Donc on voit bien on est centré sur la profession. Il y a aussi un enjeu de santé publique et de qualité des soins. Et puis il y a la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. Donc à nouveau, on est assez centré sur la profession. Donc on voit bien qu'il y a là un centrage assez net sur la profession, ce qui n'est pas sans conséquence. Donc l'émission, hein, comme je l'ai déjà, comme j'ai déjà commencé à le développer, hein, donc c'est l'inscription au tableau. Donc il y a vraiment un suivi démographique et surtout un contrôle des qualifications. L'ordre des médecins a aussi comme mission de contrôler les diplômes étrangers quand il y a des personnes de l'étranger qui veulent venir exercer. Il y a tout ce qui est examen des contrats. Et là, il y a un enjeu qui est fort. Pour nous en particulier, c'est qu'il appartient à l'ordre départemental des médecins de contrôler tous les contrats que les médecins signent. Alors c'est le cas pour les médecins, pour les kinés, pour tous les ordres, mais pour ce qui nous concerne, la dimension contrôle des contrats à l'ordre des médecins est importante. Donc les conseils départementaux de l'ordre des médecins ont comme pour fonction de contrôler les contrats que les médecins signent avec des tierces parties. Et depuis une vingtaine d'années, un peu moins, on fait face à une forme de résistance de certains conseils départementaux des médecins quand il s'agit de permettre la coexistence, le coexercice d'ostéopathes exclusifs avec des médecins dans des locaux en commun et avec des partages de salles d'attente en commun qui sont évidemment des affirmations qui n'ont pas de base légale, mais c'est une réalité. Il y a 2 ans, l'Ordre des médecins du Morbihan a écrit à tous les médecins du Morbihan pour interdire ce partage de locaux, et on a appris aujourd'hui que cette position de l'Ordre national des médecins, que cette position de l'ordre départemental des médecins, aujourd'hui, devient une position de l'ordre national des médecins, qui a véritablement une volonté politique de l'ordre national des médecins, depuis que le président a changé, d'empêcher la coexistence, le partage de locaux entre les ostéo-exclusifs et les médecins. Donc il y a vraiment, sur cette question de l'examen des contrats, il y a un impact pour nous qui est assez fort, mais on pourrait y venir si vous voulez dans les questions-réponses. Et puis l'ordre a comme fonction, eh bien, d'instruire les plaintes provenant des patients sur des comportements supposés inappropriés des médecins, des sages-femmes, des dentistes, des professionnels en général, de promouvoir la qualité des soins et de représenter la profession, on l'a déjà dit. Donc on voit bien que ordre et syndicats n'ont pas du tout en principe les mêmes rôles, mais on voit aussi qu'il y a parfois des confusions qui s'installent. Alors comment c'est organisé ? Bien, les ordres en général sont organisés à différents niveaux, avec des conseils départementaux. Donc les professionnels sont inscrits au niveau des ordres départementaux, donc avec un niveau départemental. Quand il y a un effectif de la profession qui est assez important, c'est pas le cas des podologues qui ne sont pas assez nombreux, mais les autres ordres ont des conseils régionaux avec des chambres disciplinaires de premier niveau, donc qui prononcent des sanctions disciplinaires de premier niveau. Et puis un conseil national qui est la chambre d'appel de ces décisions disciplinaires, et puis le Conseil national évidemment a un rôle de pilotage global de l'ordre et de contrôle d'une manière générale des niveaux inférieurs. Tout cet appareil-là fonctionne évidemment en collaboration avec le ministère de la Santé, et le ministère de la Santé délègue une partie de ses missions pour qu'il concerne la profession à l'ordre de la profession concernée. Donc on a vraiment une stratification, donc encore une fois, l'ordre des médecins, où ils sont, je crois, 260 000 médecins, forcément, on a les 3 niveaux, départementaux, régionaux et national. Et l'ordre des pédicures podologues a que 2 niveaux, départemental et national. Les personnes qui gouvernent l'ordre, les ordres, que ce soit au niveau départemental, régional ou national, sont élus par les professionnels, de telle sorte qu'on peut avoir des dynamiques parfois pas toujours souhaitable. Si on regarde maintenant un peu les effectifs des principales professions organisées en ordre, donc j'ai pas les infirmiers ici, mais les infirmiers ils sont 700 000 de mémoire, et si on regarde aussi les niveaux de cotisation, donc en haut on a les podologues, hein, les podologues ont une cotisation à 384 €, ils sont un peu moins de 15 000 professionnels, c'est pour ça qu'ils ont que les 2 échelons. Les sages-femmes sont un peu plus nombreuses avec 25 800 professionnels.
avec une cotisation qui est plutôt moins chère, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de salariés chez les sages-femmes, donc il y a un enjeu économique évident. Et là, on voit bien la différence entre les professions qui sont essentiellement salariées et les professions qui sont essentiellement libérales. On voit bien que les cotisations sont pas forcément les mêmes. Les kinés ont une cotisation à près de 300 € et les médecins ont une cotisation à près de 365 €. Donc on voit bien qu'il y a une forme de hiérarchie en fonction des professions, plutôt salariés ou fonctions publiques ou plutôt libérales. L'ordre des médecins, donc on a pourquoi on a une différence de chiffres là entre les deux? Bon, je crois que j'ai la réponse. On a un budget annuel qui est extrêmement important puisqu'on est à 111 millions, 180 employés, 3300 conseillers ordinaux. Alors on a une différence ici entre le nombre d'inscrits qui figure là et le nombre qui figure ici, parce qu'on a chez les médecins tout un ensemble de médecins qui sont toujours inscrits à l'ordre, mais qui ne sont plus dans l'effectif exerçant, puisque ayant pris leur retraite. Je pense que la différence de chiffres vient de là. On a été confronté à cette difficulté quand on a fait l'étude démographique pour la profession et qu'il a fallu qu'on traite l'ensemble du fichier RPPS, et donc avec notamment les médecins, où on avait effectivement des chiffres qui pouvaient être très variants, parce qu'il y a cette question du statut du médecin au regard de l'exercice. Alors, il y a une actualité quand même qui est pas très favorable aux ordres. Hein. Je vous ai mis quelques extraits de journaux. Donc, il y a eu plein de rapports en fait sur les ordres. On va le voir juste après. Il y a eu des rapports en 2021, en 2026, il y en avait eu en 2019, qui sont très constants en fait dans les conclusions, ce qui montre que les ordres ont du mal à réformer leur manière de gérer en fait leur fonctionnement. Il y a eu évidemment l'affaire Le Squarneck qui a fait beaucoup de bruit pour l'ampleur des actes qui lui ont été reprochés, et puis surtout et remonter l'information selon laquelle ce médecin avait été déjà condamné au plan disciplinaire, je crois en 2007 ou 2005, pour une affaire de pédopornographie, et finalement ça l'a pas empêché de continuer à exercer. Donc il y a vraiment eu là un manquement de l'ordre des médecins du Morbihan en l'occurrence qui avait été signalé. Donc il y a quand même vraiment des enjeux autour premièrement du fait ou pas de bien instruire les plaintes des patients, et notamment pour tout ce qui concerne les agressions sexuelles, mais pas que. Il y a un enjeu autour de la gestion financière, il y a un enjeu autour d'une forme de clientélisme, et puis il y a un enjeu aussi autour d'une confusion patente entre des missions plutôt de nature syndicale, avec du lobbying, et puis des missions plutôt de nature protection du patient, santé publique, et les trois rapports que je viens d'évoquer, sur lesquels on va revenir, pointe précisément en fait toutes ces limites des différents ordres qui ont été audités. Donc voilà, vous avez trois rapports qui pointent des vraies fragilités. Et ce qui est préoccupant au fond, c'est que ces fragilités, elles sont récurrentes. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que l'ordre des médecins en 2019, qui a été pointé par un rapport assez à charge de la Cour des comptes, aurait réformé son fonctionnement, et puis finalement en 2021 la Cour des comptes est revenue à la charge, refait relativement les mêmes constats, et puis l'inspection générale des finances en 2026 refait les mêmes constats, et là on peut s'interroger quand même sur la relation de causalité entre le fait qu'on ait une organisation professionnelle dans laquelle on est sur un système d'élection sans un contrôle extrêmement fort de la tutelle. Et au fond, est-ce que ce mécanisme, est-ce que cette organisation n'est pas aussi finalement la source de ces dérives qui sont régulièrement pointées par les différents organes d'audit. Donc les fragilités qui sont relevées par ces rapports, hein, c'est donc la confusion entre rôle syndical et rôle ordinal, avec un empiètement fréquent sur le champ syndical. Et celles et ceux ici qui suivent l'actualité constateront avec moi que pour ce qui concerne l'ordre des kinés, par exemple, on observe fréquemment cette confusion entre le rôle ordinal que devrait avoir l'ordre des kinés et puis des positionnements qui sont extrêmement politiques, alors notamment sur l'ostéopathie mais pas que, et on voit bien qu'on a très fréquemment des glissements
sur les rôles des uns et des autres. On a le problème de l'entre-soi, qui est un vrai problème, c'est-à-dire que on a une gouvernance qui est assurée uniquement par les médecins ou par les sages-femmes ou par les infirmiers, etc. Donc il y a un manque de regard externe, il y a un manque un manque d'air frais qui pourrait venir de l'extérieur et qui pourrait apporter une forme de régulation sur la manière dont les décisions sont prises, et notamment les décisions pour ce qui concerne les plaintes de patients. Il y a des vraies difficultés d'organisation, notamment pour tout ce qui concerne les rôles administratifs des ordres, avec des retards considérables sur l'enregistrement des professionnels. Et ça, c'est ce que pointait le rapport de l'inspection générale des finances, je crois, de 2026. Une incapacité à contrôler le respect de la formation continue. Les chiffres sont affligeants. Moi, j'ai vu des chiffres selon lesquels 10% des médecins seulement respectent leur obligation de formation continue. Là, vous voyez sur la diapositive, seuls 1% des infirmiers respectent leur obligation. Donc, on est vraiment sur une énorme carence du contrôle de la formation continue. Donc, nous, ostéopathes, on se plaint qu'il n'y a aucun contrôle actuel et on voudrait bien mettre en place un contrôle de la formation continue des ostéopathes, notamment pour ce qui concerne leur qualité, mais on voit bien que c'est pas un problème qui nous est propre, et que même quand il existe un ordre, ça marche pas beaucoup mieux en fait. Et puis une justice disciplinaire défaillante avec notamment dans le rapport de 2021, je me souviens très bien, un nombre impressionnant de plaintes de patientes qui se plaignaient pour comportements sexuellement inappropriés, qui n'avaient jamais été suivis des faits parce que au niveau départemental tout le monde se connaît un peu et que finalement c'est pas si grave que ça en fait, et donc un nombre extrêmement important de plaintes qui n'ont pas été instruites. Et ça, la Cour des comptes en 2021 l'avait vraiment relevé. Et puis il y a évidemment toutes les dérives financières, avec des chiffres qui sont assez hallucinants, notamment dans le rapport de l'inspection générale des finances de cette année, avec des investissements dithyrambiques, avec parfois des remboursements de taxis, notamment une conseillère ordinale qui a eu 15 000 euros de remboursement de taxi sur une seule année, avec des indemnités d'élus qui sont extrêmement importantes, alors que par ailleurs, c'est des personnes qui ont des traitements de fonction publique. Donc, on a vraiment, sur le plan financier, là aussi, pas mal de dérives. Donc, il y a vraiment beaucoup de fragilité dans le système ordinal, essentiellement liée quand même à l'absence de présence de personnes hors de la profession, dans les organes de gouvernance, notamment l'absence de patients, mais pas que, l'absence également aussi de représentants de l'administration qui puissent vérifier que tout est conforme à l'intérêt collectif. Voilà ce qu'on peut dire sur les ordres, et puis ensuite on va enchaîner sur d'autres pistes. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur le sujet? Il y a une question sur le chat, Philippe. Donc c'est Philippe Floriot qui nous la pose. Pour la formation continue, les chiro ont obtenu des textes après 2 CE. Conseil d'État. Voilà. Mais pas encore de contrôle. Car, dixit le ministère, ils sont déjà incapables de contrôler, verbaliser les MD qui ne se forment pas. Oui, c'est bien tout le problème en fait. Et on avait travaillé nous avec l'administration il y a maintenant 2 ans, parce que comme vous le savez, il y a une norme nationale sur la déontologie de l'ostéopathie qui a été portée par le SFDO et l'UPO. Donc on avait sollicité le ministère de la Santé il y a 2 ans pour qu'il fasse un décret de cette déontologie. Et donc on avait commencé à avancer et on voulait, un peu comme les chiro d'ailleurs, avoir des éléments assez précis en termes de nombre d'heures, en termes quantitatifs et qualitatifs. Et l'un des obstacles qu'on avait rencontré à l'époque avec l'administration, c'est qu'ils nous avaient dit le Conseil d'État ne va pas accepter qu'on fixe des règles qui soient exigeantes et qui soient surtout non contrôlables. C'est-à-dire que dans la mesure où vous n'avez pas l'organe de contrôle qui permet de vérifier ce qui est fait ou pas fait par les professionnels, finalement ce serait une mesure disproportionnée. Donc, depuis, en effet, les chiro ont gagné devant le Conseil d'État et sur des éléments plus précis. Pour autant, on n'a toujours pas d'organes, ni pour les chiro, ni pour les ostéopathes, qui permettent de vérifier le contrôle des obligations de formation continue. Et donc, il y a vraiment un besoin d'avoir un organisme qui contrôle ces obligations, parce que sinon, c'est bien beau de mettre des règles, mais si personne ne les vérifie, et en effet, ils n'arrivent pas, et de manière récurrente. Ça fait 40 ans que l'administration ne réussit pas à organiser un contrôle du respect des obligations de formation continue des médecins,
mais également des kinés, des infirmières, enfin, toutes professions confondues. C'est un vrai problème. Et vous avez certainement vu que la NDPC, qui est l'Agence nationale du développement professionnel continu, qui commençait à faire un travail remarquable, a été vidée de sa substance il y a maintenant 3 mois, et qu'on s'achemine gentiment vers un enterrement de première classe. Donc il y a vraiment une énorme difficulté. C'est un truc qu'on ne sait pas faire en France. Moi, je connais assez bien ce qui se passe au Royaume-Uni. Ils ont des systèmes qu'ils ont mis du temps à mettre sur pied, mais qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont assez essentiellement construits sur l'incitation et sur la valorisation de l'intérêt à se former tout au long de la vie, plutôt que sur la sanction. Ils ont essayé la sanction au départ, ils sont heurtés à des difficultés, et là aujourd'hui ils sont plutôt sur des modèles d'incitation, mais ils ont un savoir-faire à tel point que au Royaume-Uni, si vous ne respectez pas vos obligations, vous perdez votre licence et vous n'avez plus le droit d'exercer. En France, on est très 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 en retard là-dessus. Avant de savoir si Philippe Fleuriot, la réponse c'est ok pour toi, et de répondre à la question de Maïté, petit point historique, au syndicat, au SFDO, on a mis en place une obligation de formation continue il y a quelques années maintenant. Tu pourras en parler, Gérald. Je pourrais en parler, effectivement, puisque je m'en suis occupé. Et effectivement, il est très difficile et délicat d'aller contrôler les professionnels qui font de la formation ou pas. Et pareil, nous on avait mis un peu, alors c'était pas de la sanction, mais on avait éventuellement mis en place une possibilité de perdre sa qualité d'adhérent au syndicat, mais c'était très compliqué à mettre en œuvre, et puis il n'y avait pas non plus de raison, on peut pas obliger les gens. Donc ouais, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Hein. Alors je rentre pas dans les détails parce que c'est pas le sujet du soir, mais ça fait écho à ce que disait Philippe. Non, mais en 2 mots, on avait été hyper ambitieux à l'époque. On avait été hyper ambitieux parce qu'on avait mis en place une commission qui avait élaboré des critères d'accréditation des organismes de formation continue, d'agrément des contenus de formation continue, et on avait demandé à tous nos adhérents, tous les ans, de nous envoyer un rapport sur ce qu'ils avaient fait en formation continue. Voilà, c'était hyper ambitieux, et en effet, on disait, si vous ne le faites pas, vous allez perdre votre adhésion. Je pense qu'on avait quand même joyeusement rêvé, parce que le résultat, c'est qu'on a dû avoir maximum une dizaine d'adhérents malgré nos multiples rappels qui nous ont envoyé leur traçabilité de formation continue, de telle sorte que si on avait sanctionné tous les autres et qu'on avait fait ce qu'on avait dit qu'on devrait faire, c'est-à-dire faire perdre leur qualité d'adhérent aux 95% de ceux qui ne nous avaient rien envoyé, on aurait fait Rakiri. Et on n'a pas fait Rakiri finalement. Et donc ça témoigne bien de la difficulté qu'on a, et que nous, en tant que syndicat, qui étions très ambitieux à l'époque, et on a passé des dizaines d'heures de travail là-dessus, et Gérald a été l'un des acteurs de ce projet, on s'est aperçu, on a touché du doigt en fait la vraie difficulté qu'il y a à accompagner les professionnels dans un parcours de formation continue. Donc c'est un vrai sujet, là-dessus on est en retard en France. On l'est sur d'autres sujets aussi, mais là-dessus on est en particulier. Je pose la question de Maïté, puisque je pense que tu as fait le tour. Maïté nous demande quelle participation aux élections de représentants dans les ordres. Très faible. Très très faible. Alors j'ai pas de chiffres à vous donner, et c'est vrai qu'on aurait pu le mettre ce soir dans le PowerPoint, mais les taux de participation sont extrêmement faibles, et quand vous parlez avec des kinés ou avec des médecins, ils vous disent tous qu'ils sont ulcérés par l'ordre, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils n'aiment pas leur ordre, mais finalement ils vous disent quasiment tous qu'ils votent pas. Et alors bon, on le voit ailleurs, hein. Enfin, je veux dire, dans la politique française, on voit aussi que beaucoup de citoyens sont insatisfaits de la politique, mais ne votent pas non plus. Mais c'est un vrai problème. Il y a très 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 peu de participation aux élections finales. J'enchaîne. Alors c'est la raison pour laquelle au SFDO, on a essayé d'explorer d'autres voies. Alors, d'une part, je dois le dire, par conviction entre guillemets philosophique, hein, c'est que on a toujours préféré l'idée d'avoir quelque chose qui ne puisse pas dériver vers une forme de corporatisme. Pourquoi ? Parce que l'une des lignes très centrales en fait qu'on a au SFDO depuis très très longtemps, c'est de considérer que tant que la profession sera orientée vers l'amélioration des pratiques, de la formation, des soins, de la sécurité des soins, la profession progresserait. Avancerait sur son chemin vers un meilleur statut, et qu'il fallait pas lâcher ça. Et donc on a considéré depuis très longtemps que les ordres présentaient un vrai risque
de repli sur soi, un vrai risque corporatiste. Et quand on regarde historiquement, et on pourrait en parler aussi, comment en particulier l'ordre des médecins a été co-responsable de l'évolution de la profession aujourd'hui, c'est vrai que ça donne pas envie. Et en fait, historiquement, on s'est un peu dit que l'ordre pouvait avoir une dimension un peu mortifère pour une profession et qu'on voulait quelque chose de plus dynamisant pour l'ostéopathie, de manière à la maintenir sur une trajectoire vertueuse d'une profession qui s'attache à le mieux possible garantir des soins de qualité. Donc on a regardé ce qui se fait ailleurs, et puis on a regardé aussi ce qui était possible en France. Donc ailleurs c'est intéressant parce que vous regardiez au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui sont trois pays où il y a une réglementation assez aboutie de l'ostéopathie. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où il y a des systèmes de régulation aboutis. Il y a les Américains. Les Américains, c'est quand même très différent puisqu'on est sur un système fédéral. Donc chaque État a sa propre liberté en termes d'organisation. Mais des pays où l'ostéopathie est réglementée et régulée sur un plan national avec un système qui ne soit pas un système qui soit détenu par le gouvernement, comme c'est le cas en France, il n'y a pas tant que ça. Donc on a le Royaume-Uni, on a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est pas complètement un hasard s'ils ont des systèmes qui sont assez convergents, puisque ces trois pays-là sont dans le Commonwealth, et par conséquent, il y a une forme de réplication des mécanismes de régulation. Mais au Royaume-Uni, quand l'ostéopathie a été reconnue en 93, aussitôt a été créé le projet d'un conseil général, le GIOSC, qui a ceci de particulier, et c'est ce qui est beaucoup oublié en France, c'est que le GIOSC, c'est un organisme qui fonctionne par une délégation de pouvoir du ministère de la Santé anglais, mais les personnes qui dirigent le GIOSC ne sont pas des ostéopathes. C'est-à-dire que l'actuelle présidente du GIOSC, Jo Cliff, elle n'est pas du tout ostéopathe, elle vient, c'est une haut fonctionnaire, qui est intéressée par la profession et c'est ce qui l'a conduite à devenir présidente du GIOSC, et le registrar qui est le délégué général, le salarié le cadre supérieur qui gère le GIOSC, et lui non plus pas un ostéopathe et ne l'a jamais été. Et au GIOSC, on a donc c'est une autorité indépendante, on a une gouvernance qui est mixte, qui est à la fois tenue par des ostéopathes, parce qu'il faut quand même l'expertise de professionnels, et puis par des non-ostéopathes, et donc on a une gouvernance mixte, mais qui est majoritairement détenue par des non-ostéopathes, de manière à garantir que les missions prioritaires du GIOSC soient bien satisfaites, et les missions prioritaires du GIOSC, c'est la protection du public. On est vraiment sur un système qui est centré sur le public. C'est le cas aussi en Australie, avec le board en Australie, et c'est le même système en Nouvelle-Zélande où à chaque fois on a des dispositifs qui sont centrés sur l'intérêt du patient, avec systématiquement une mixité au niveau de la gouvernance, avec en général le dernier mot qui revient aux non-ostéopathes de manière à s'assurer qu'on est bien sur un système vertueux. Et ces trois systèmes, notamment le système anglais, a servi un peu d'exemple à l'IGAS. Alors vous vous rappelez que l'IGAS a émis un rapport en 2023, enfin en 2022, mais qui a été publié en 2023, sur l'ostéopathie et la chiropraxie, surtout orienté ostéo, qui a fait suite au fiasco de la campagne d'agrément de 2021, pardon. Et l'IGAS recommande de créer un dispositif qui soit relativement semblable à celui qui a été créé au Royaume-Uni, et on a fait un scénario possible pour notre profession en France. Je vais bouger mes petites fenêtres. Alors, on l'a vu, il y a pour nous vraiment un enjeu qui est très global, qui dépasse très largement le fait d'enregistrer les professionnels et de contrôler leur respect de la déontologie. Il y a notamment le fait que les ordres ont cette limitation et que nous avons, nous, le besoin d'avoir une régulation qui soit au-delà des missions des ordres, notamment sur la formation, puisqu'aujourd'hui,
pour ce qui concerne la formation des ostéopathes, on a véritablement une limite qui est la suivante, c'est la Commission consultative nationale d'agrément, dont d'ailleurs Philippe Floyot, qui est avec nous ce soir, fait partie également pour les chiro, a un rôle uniquement consultatif, et donc n'a pas de rôle décisionnel, et la décision de délivrer l'agrément à une école d'ostéopathie ou de ne pas délivrer l'agrément à une école d'ostéopathie, elle revient au ministre. Et on a vu à quel point en 2021 avec Olivier Véran, la fragilité du politique face au lobbying des écoles qui ne veulent pas perdre leur agrément a conduit finalement à ce que toutes les écoles d'ostéopathie, y compris celles qui n'auraient jamais dû garder leur agrément, finalement obtiennent l'agrément, et ce qui a conduit à un tas de remous politiques. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire. Donc cette dimension de l'agrément des écoles d'ostéopathie, elle ne peut pas être assumée par l'ordre d'une profession. Le contrôle dans le détail de la formation continue ne peut pas non plus être correctement assumé par les ordres. Et donc il y a vraiment un besoin d'un organisme qui soit indépendant avec un contrôle pas uniquement assuré par les professionnels, de manière à garantir qu'on reste centré encore une fois sur l'intérêt du patient et qu'on sorte de l'entre-soi. Donc une API, en fait, c'est par nature un organisme indépendant qui est créé par une loi. Donc, il y a quelques exemples. Alors, je suis en train de voir bouger une petite fenêtre qui me gêne. On a quelques exemples d'API. Il y en a de mémoire, il y en a une dizaine en France. Il n'y en a pas tant que ça. La HAS est une API. Le HCERS, le Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche de l'enseignement supérieur, est une API. La Haute Autorité de l'Audit, donc qui est une autorité qui contrôle que les audits qui sont faits sur les entreprises sont faits selon des bonnes règles, est une API. Le Haut Conseil du Commissariat aux comptes est une API. Donc le Haut Conseil du Commissariat aux comptes, c'est l'autorité qui régule la profession de commissaire aux comptes. Donc il y a des professions qui sont régulées par des API. La CNIL est une API. L'autorité de la concurrence est une API. Donc voilà le genre d'organisation qu'une API peut être. Toutes ces API et ces AI sont créées dans le cadre de la loi de 2017, et cette loi, elle garantit différents critères, notamment pour ce qui concerne les modalités de nomination de la gouvernance, et ce qui concerne tout ce qui est déclaration d'intérêt, de manière à éviter les conflits d'intérêts, de façon à garantir indépendance et transparence, neutralité, impartialité. Donc c'est la raison pour laquelle SFDO et UPO ont poussé ce projet auprès des pouvoirs publics en 2024. Donc en 2022, on a décidé d'avancer ce projet. On a commencé à convaincre doucement, de manière informelle, les cadres dirigeants de l'administration. Et puis, on a proposé à l'UPO de porter ce projet auprès du ministère, ce qui a été fait il y a maintenant 2 ans. Alors bon, depuis, et en 2 mots, on est passé par une période de grand enthousiasme. L'administration était très très favorable à ce projet. On a eu un arbitrage favorable de Madame Dariussec, qui était ministre de la Santé à l'automne 2024. Et puis ensuite, Monsieur Noder a pris la suite, et là, ça a été plus de son plus d'image. Et puis depuis Madame Rist, ça bouge plus. Et là, on nous dit aujourd'hui, en 2 mots, que compte tenu du contexte et du fait que on craint quand même très fort d'avoir un deuxième tour des présidentielles qui soit le deuxième tour entre des partis d'extrême, eh bien on ne veut prendre aucune décision qui serait de nature à créer du clivage et de l'agitation, et par conséquent, on ne fera pas grand-chose. Donc c'est ça aujourd'hui le cadre dans lequel on est, étant entendu qu'on a aussi une très forte opposition de l'ordre des kinés sur le sujet, ce qui évidemment ne nous arrange pas. Le financement de l'API, c'est autofinancé, parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement clair que si on va voir l'État en disant on voudrait bien un système de régulation et on voudrait bien que vous le financiez, ça va être fin de non recevoir. On est sur un déficit public de 5%, avec une obsession qu'on peut comprendre par ailleurs du gouvernement de limiter ce déficit public, et donc on n'a pas d'autre choix
que de proposer un système qui soit autofinancé par la profession. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est un système autofinancé avec notamment un financement qui vient des professionnels, et on a calculé une redevance de 200 € pour exercer, et aussi un financement par les écoles d'ostéopathie, puisque l'idée, c'est que les écoles d'ostéopathie payent les dépenses afférentes à leur agrément, de manière à ce que la charge soit bien répartie. Donc la gouvernance, c'est un collège, la gouvernance suprême, c'est un collège, dans lequel on propose qu'il y ait 7 représentants de l'État et 7 représentants de la profession, étant entendu que le président de l'API, qui fait partie de cette gouvernance, a une voix prépondérante en cas de partage des voix, et donc c'est ce président qui finalement peut emporter une décision. Et donc l'idée, telle qu'elle est aujourd'hui retenue, mais qui peut encore bouger, c'est que ce président qui soit nommé par le président de la République soit un IGAS, de manière à garantir cette neutralité et impartialité. En fait, on est vraiment sur un modèle qu'on souhaite vertueux dans l'intérêt du patient et par ricochet dans l'intérêt de la profession. Cette API, elle rend des comptes, elle doit remettre un rapport au gouvernement et au Parlement. Il y a des auditions parlementaires tous les ans. Et il y a vraiment un contrôle externe, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans les dérives potentielles qu'on voit dans les ordres. On est sur un contrôle extrêmement serré de toutes les activités, en particulier financières, de l'API, avec des comptes publics certifiés, avec des sanctions délivrées aux praticiens qui sont accessibles au public, et avec évidemment un système de déclaration publique d'intérêt contrôlé par la haute autorité à la transparence de la vie publique, qui soit du plus haut niveau. Donc on est vraiment sur un contrôle, ceinture bretelle. Et c'est d'ailleurs ce que prévoit la loi de 2017 qui encadre les API. Donc on est vraiment sur un ensemble qui va dans une direction que nous jugeons, nous, en tout cas, favorable. Donc le président, comme je vous l'ai dit, est nommé par le président de la République, après avis du Parlement. Donc vous avez ici à gauche, je ne sais pas si on voit ma souris quand je la tourne, si, vous avez ici à gauche la composition du collège, donc je vais peut-être vous dire les acronymes. Un DGOS pour Direction Générale de l'Offre de Soins, qui est une administration du ministère de la Santé, DGS pour Direction Générale de la Santé, DGCIP pour Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle, HAS, Haute Autorité de Santé, IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, ARS, que vous connaissez tous évidemment, puisque vous y êtes inscrits. Donc on est vraiment sur côté État, on est vraiment sur une représentation qui est extrêmement large des différents organes qui sont concernés par notre profession. Et puis côté profession, on a 5 représentants des ostéos exclusifs, un des médecins ostéopathes et un des kiné-ostéopathes, puisque politiquement, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de prévoir médecins et kinés autour de la table. Je pense qu'ils vont pousser pour avoir plus quand le projet redémarrera, ce que j'espère après les élections présidentielles, ou bien avant, si on arrivait à obtenir un vote parlementaire. Donc on a différentes commissions, une commission qui s'occupe de l'enregistrement des diplômes, donc l'ostéopathe qui veut s'enregistrer à l'API pour être autorisé à exercer, il soumet son diplôme, et s'il est étranger, il soumet son diplôme d'origine étrangère, et là on aura évidemment une bien meilleure harmonisation des conditions d'entrée sur le territoire français de diplômes étrangers, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'en fonction des régions, ça peut être extrêmement variant. Il y a des ARS qui sont extrêmement exigeantes sur le diplôme, donc ils le sont beaucoup moins, avec des juges administratifs pas toujours très ambitieux sur cette question-là, une commission sur l'agrément des écoles d'ostéopathie, une commission sur la formation continue, une commission scientifique avec notamment un enjeu, un objectif de financer la recherche scientifique, une commission financière, déontologique et une chambre disciplinaire. Donc on est vraiment sur différents étages de commission, avec à chaque fois une répartition des rôles entre des personnes qui viennent de l'administration et des personnes qui viennent de la profession, avec des équilibres qui peuvent être variants en fonction des différents degrés de commission. Et puis évidemment, l'API aurait besoin d'avoir des personnels salariés avec un directeur général et une administration conséquente, parce qu'il va falloir gérer tout ça. Et il faudra gérer tous les contentieux, parce qu'évidemment, les décisions qui vont être prises par l'API et qui sont des décisions souveraines ne manqueront pas d'être contestées devant les tribunaux par notamment les écoles qui perdraient leur agrément, comme elles le font aujourd'hui de manière très très large.
Donc les 5 missions, mais on a déjà fait le tour de ces missions, hein, c'est la formation initiale continue, l'enregistrement, la déontologie, les bonnes pratiques et la recherche. Donc au final, un vrai pouvoir de décision, une gouvernance très encadrée, un risque extrêmement faible de dérive corporatiste parce que dans l'ADN de l'API, il y a au fond le fait d'être tourné vers l'intérêt du patient. Donc se préserver de toutes ces dérives qu'on peut juger quand même pas très favorables pour les professions. Et là aussi, on pourrait en discuter parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Mais on voit à quel point le corporatisme de certains ordres finalement les a beaucoup desservis, notamment sur l'évolution des tarifs des médecins. Une déontologie opposable, une autonomie durable, et évidemment, le jour où on aura créé une API, ben, ce sera pour nous le tremplin pour avoir une meilleure reconnaissance à bien des niveaux, et peut-être notamment pour pouvoir ouvrir les portes de l'hôpital. Donc si on fait un petit comparatif entre les deux types de structures, on voit bien que le statut n'est pas le même, que l'encadrement n'est pas du tout le même, avec beaucoup moins de risques avec une loi de 2017 sur l'API de dérive. On voit une gouvernance qui n'est pas du tout de même nature, avec des mécanismes de nomination des responsables qui sont pas les mêmes, des missions globalement qui ne sont pas les mêmes, une indépendance, une garantie de l'indépendance et de la transparence qui n'est pas du tout la même. Donc on voit bien qu'on est sur des philosophies d'organisation radicalement différentes, avec des ambitions forcément qui ne sont pas les mêmes. Pour mémoire, quand même, j'ai oublié d'en reparler, pour mémoire, on avait fait un webinaire il y a plus d'1 an, très détaillé sur l'API, qui est disponible aujourd'hui en replay, hein, donc si vous voulez le lien, demandez-le. En tous les cas, et en synthèse, il y a probablement pas trop d'autres choix que d'avancer vers une meilleure régulation, et on croit au fond au SFDO qu'il est vraiment indispensable que la profession se range de manière très large vers ce besoin de régulation. C'est assez surprenant en fait qu'il n'y ait pas une forme d'élan général pour avancer vers là, parce qu'au fond, on n'a pas beaucoup de choix que d'avancer vers une meilleure régulation dans l'état actuel des choses. On considère, pour ce qui nous concerne, que l'ordre est un système qui est un peu passéiste et que ça ne répond pas aux besoins et que ça montre beaucoup de limites, et que l'API est certainement le dispositif qui pourra le mieux répondre à nos besoins. Il y avait une première question de Aline. Est-ce que ce modèle qui est mis en place, donc quand tu parlais de l'API, mettrait fin à l'existence des syndicats? Est-ce que les autres syndicats d'ostéo sont favorables à ce modèle? Très bonne question. Excellente question. Alors, à la première question, nous sommes très conscients au SFDO qu'en promouvant le modèle d'API et en vraiment faisant tout pour qu'il puisse émerger, on se fait un peu harakiri, très clairement. Parce que le jour où il faudra que chaque ostéopathe paye 200 € par an de cotisation à l'API ou de redevance à l'API, il y a de fortes chances quand même qu'une partie des adhérents du syndicat renoncent à adhérer au syndicat. Donc nous sommes très conscients que c'est pas la fin des syndicats, mais qu'on va devoir réduire la voilure. On pourrait avoir une position de dire ce qui est prioritaire c'est le syndicat et on fait tout pour le préserver, mais le but du syndicat depuis très très longtemps c'est de permettre à la profession d'avoir un statut le meilleur possible, et si ça doit passer par un affaiblissement du pouvoir et des moyens du syndicat, dont acte, c'est sûrement nécessaire, mais l'intérêt de la profession, il est vraiment qu'on aille dans cette direction-là, et tant pis si on doit en payer le prix en tant que syndicat. Et j'ai toujours dit, et je pense que c'est très partagé au sein des dirigeants du SFDO, et j'en profite parce que j'ai oublié l'autre fois, et j'ai failli oublier ce soir, pour dire qui est Gérald. Donc Gérald est notre trésorier depuis maintenant 3 ans. Il a été secrétaire général pendant longtemps. Et il s'est occupé beaucoup de la formation continue. Et donc ce soir, il moderne notre échange. Et donc c'est très partagé au sein de l'équipe de dire que s'il fallait descendre le drapeau du SFDO pour obtenir une régulation pérenne pour la profession, ce serait sans hésiter parce que vraiment on considère que l'intérêt collectif il est là
Or, le syndicat est là pour défendre l'intérêt collectif. Donc, premier commentaire, première réponse. Deuxième réponse, alors, le ROF, le registre des ostéopathes de France, au début, a soutenu ce projet, et pour des raisons qu'on ne connaît pas aujourd'hui, ils sont contre ce projet, et ne manquent pas de le faire savoir au pouvoir public. Donc, on a maintenant le vent contraire du ROF sur ce projet-là. L'AFO est en faveur de ce projet et le soutient de manière pleine et entière. Et puis, Ostéopathes de France, j'ai envie de dire que c'est un oui mais, c'est-à-dire qu'ils trouvent ce projet extrêmement intéressant, mais d'après ce que m'a expliqué leur président, ils sont un peu gênés par le fait qu'on accepte de ne pas diriger l'API, et ils craignent une perte de pouvoir de la profession, ce à quoi nous leur répondons usuellement que de toute façon du pouvoir aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de pouvoir, et notamment sur tout ce qui concerne l'agrément des écoles, puisque l'agrément des écoles passe par le ministre, et qu'on a vu en 2021 que le ministre était faible. Donc nous, on considère qu'on aurait beaucoup plus de pouvoir dans une API demain qu'on a de pouvoir aujourd'hui, mais ça fait partie des freins d'Ostéopathes de France qui expliquent la raison pour laquelle jusqu'à maintenant, ils n'ont pas soutenu de manière visible ce projet, mais je dois dire aussi qu'on les rencontre, ils viennent au siège du syndicat après-demain, et on a une réunion avec le président, la secrétaire générale, et je ne sais pas qui sera le troisième, d'Ostéopathes de France pour discuter de toutes ces questions-là. Donc voilà ce que je peux dire, et peut-être que Philippe, tu veux parler du côté Chiro ou pas, tu as le droit de pas en parler. Et ça ne me gêne pas d'en parler, étant donné qu'il n'y a rien de secret à ce niveau-là. Tu peux dire qui tu es peut-être. Oui, alors Philippe Fleuriot, je suis ancien président de l'association française de chiro. J'ai le double titre, ostéo et chiro. J'ai le diplôme d'ostéobio depuis quelques années. Donc ça me donne voilà, ça me donne rien de plus, mais c'est tout, c'est pour que vous soyez à l'aise avec tout ça et que ce soit complètement transparent. On a été approché par le ministère lors d'une réunion il y a quelques temps, et c'est carrément le ministère qui nous a présenté l'API, en fait, bien avant qu'on sache exactement de quoi il en retournait. Il n'y a pas de, on n'a pas du tout de, me semble-t-il, d'avis négatif vis-à-vis de l'API, hormis évidemment la gouvernance où il est clair que le fait que nous puissions être, ou vous puissiez être minoritaire au sein de l'API puisse poser problème à un moment ou à un autre. On le voit très bien entre les alliances des médecins, des kinés, et pour ce qui est de la HAS, l'ARS et d'autres sociétés savantes, on a quand même beaucoup de médecins et de kinés dedans, donc il est clair que les discussions seront âpres et difficiles une fois qu'ils auront fait collusion pour mettre des bâtons dans les roues des deux professions, je pense. C'est un risque. La profession n'y est pas complètement opposée. On sait pertinemment que le gouvernement ne veut plus s'occuper des ordres, il a plus envie d'en créer, donc ça tombe à l'eau, hein, c'est clair. Tu parlais tout à l'heure des orthophonistes, alors eux c'était ce qu'ils appelaient les règles professionnelles à l'époque, on en avait discuté avec Boudet. Il m'avait dit, Monsieur Fleuriot, on sort les règles professionnelles et puis après on attaque les vôtres. Je crois que ça doit faire plus de 7 ans que les orthophonistes attendent des règles professionnelles, donc ça fait belle lurette qu'on n'y croit plus non plus. Donc voilà, l'API c'est une façon de pouvoir au moins asseoir une profession au sens professionnel du terme, de monter d'un niveau dans la hiérarchisation de la reconnaissance institutionnelle. Donc ça reste intéressant. Alors après, pour ce qui est de rentrer en tant que professionnel de santé, on est plutôt favorable. En tout cas, moi j'ai toujours été favorable. Après, de savoir comment, très difficile. Pour rappel, la PPL Debré dont parlait Philippe a été très intéressante, mais elle était aussi assez coercitive. Hein. Si on lit bien les textes, tout n'était pas blanc dans la PPL Debré, mais elle avait l'avantage de se lancer un petit peu dans cette dynamique de créer quelque chose de nouveau pour deux nouvelles professions qu'on pouvait encadrer d'une façon ou d'une autre. Donc il y aurait eu de toute façon quelques débats, je pense que si ça avait été adopté au Parlement, au moins la mise à ce niveau-là. Après voilà, Philippe a très bien exposé l'ensemble des choses. Alors pour répondre à l'une de vos membres qui s'inquiétait sur la disparition des syndicats, bah non, après c'est à vous de savoir si vous voulez être syndiqué ou pas. C'est la même problématique qu'ont les infirmiers, les médecins et compagnie. Moi quand j'échange avec ces gens-là dans mon microcosme normand, il est clair que
peu sont syndiqués et peu voient l'intérêt aussi du Conseil de l'ordre, hein, pour ceux qui ont un ordre professionnel. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter à cela. De notre côté, on est plutôt favorable à l'API, moins à l'ordre vis-à-vis de nos membres. Nos membres sont pas trop favorables parce que bon, il y a le passif des ordres, mais voilà, donc plutôt API, oui, pourquoi pas. Donc à voir un petit peu l'évolution des choses. Ouais, si je peux juste compléter ce que vient de dire Philippe, et c'est pas un secret non plus polichinelle, on a une communication très fréquente avec l'association des chiropracteurs. Notamment, on travaille beaucoup ensemble sur la question du déremboursement ou du remboursement des soins chiro-ostéo. Et on forme un groupe en fait avec l'AFO, avec l'UPO, le SFDO et l'AFC pour travailler ensemble et faire en sorte d'harmoniser nos positions et nos points de vue pour avancer dans la bonne direction. Merci Philippe Philippe Turiot, d'avoir pris la parole et d'avoir été aussi clair. J'en profite aussi. On a une question de Maïté. Alors je ne veux juste pas me tromper. Oui, voilà, elle est là. Donc, elle a vu dans notre présentation représentant des organisations professionnelles d'ostéopathes, mais pas représentant des ostéopathes. Donc, aucune démocratie et représentation uniquement des syndiqués. Point d'interrogation. C'est une très bonne question, Maïté. C'est une question qu'on m'a parfois posée. En fait, dire que ce ne serait pas démocratique de considérer que parce qu'il n'y aurait que des représentants nommés par les syndicats, ce ne serait pas démocratique, c'est pas complètement exact. Premier niveau de réponse, ce serait certainement assez compliqué d'organiser un système d'élection pour l'API, alors même que le système en tant que tel de l'API n'est pas un système fondé sur l'élection, puisque vous avez compris qu'on est sur un système de nomination. Et donc, il y a probablement une forme d'incompatibilité juridique entre le fait de dire on fait des élections pour nommer les représentants des ostéopathes et le fait de faire une API. Le deuxième niveau de réponse, c'est que nous sommes en France dans une démocratie représentative. C'est le système français en fait, démocratie représentative, dans lequel il existe des corps intermédiaires, et les corps intermédiaires ce sont les syndicats, et les syndicats ont comme fonction de représenter la profession par l'intermédiaire des personnes qui les composent, et donc les professionnels ont le choix d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat, mais en adhérant à un syndicat, ils ont la possibilité de faire entendre leur voix, de peser sur les élections, de peser sur la désignation des gouvernants du syndicat, et donc c'est un système démocratique en fait. Et c'est le système de démocratie française représentative, et finalement qu'on trouve dans la plupart des pays du monde. Donc c'est assez compliqué d'avoir un système de démocratie directe. En fait, ce que tu proposes finalement, ou ce que tu regrettes, c'est qu'on ne soit pas sur un système de démocratie directe, mais c'est pas le mécanisme français qui aujourd'hui est prévalent. C'est pour ça que ça a été conçu comme ça. Sauf qu'on n'élit pas non plus vraiment la tête des syndicats. Alors si. Voilà ce que j'allais dire, mais je te laisse répondre. Oui, le conseil d'administration est élu par l'Assemblée générale, donc il faut venir à l'Assemblée générale et puis il faut voter pour, voter contre, de manière à ce que... Et puis il faut se présenter aux élections aussi, parce que l'une des grandes difficultés qu'on rencontre dans nos organisations, c'est de trouver des volontaires pour s'impliquer. Donc Maïté... On valide, mais on n'élit pas exactement, elle nous dit. Vraiment d'accord avec ça. Mais... Alors tu valides le rapport moral du président, du trésorier, du secrétaire général, etc. Mais par contre... je suis élu en tant que membre du conseil d'administration, qui lui m'élit en tant que président. Et à la prochaine assemblée générale, d'ailleurs, mon mandat s'arrête. Et de toute façon, il y a une présentation des candidats à l'assemblée générale avec une élection qui est faite pour leur élection au sein du conseil d'administration. Oui. Donc il y a une élection claire, nette et précise. Il y a deux mandats qui vont être à renouveler là en octobre prochain. Oui. Il y avait une autre question de Maïté. En quoi mettre des personnes non ostéo à la tête d'une structure éviterait le lobbying des écoles plus que maintenant? Ça me paraît pas vraiment une solution sur ce problème, surtout si les écoles financent. Alors c'est un bon commentaire encore Maïté. Les écoles, elles financeraient un droit à ce que leur dossier soit examiné par l'API. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles financeraient
C'est un peu comme l'audit en fait. C'est pas parce qu'elles financeraient l'examen de leur dossier de demande d'agrément qu'elles auraient automatiquement le droit à avoir l'agrément. Et donc il y a une dichotomie entre le fait qu'elles payent et le fait qu'elles obtiennent ou pas l'agrément. Ce qui permet de sécuriser le système de l'agrément entre l'API et le gouvernement. C'est pas tant qu'il y ait des personnes qui soient non ostéopathes dans les différents organismes décisionnaire de l'API, c'est surtout le fait que la décision finale ne revient pas à un politique, puisque l'API, ce n'est pas un organe politique, et donc qui n'est pas dépendant de contingences politiques comme comme ont pu l'être certains ministres de la Santé à différentes époques, avec des pressions visibles et invisibles qui ont pu s'exercer sur lui, ou sur elle, en l'occurrence sur lui. Là, on est sur une autorité publique indépendante, c'est-à-dire sur quelque chose qui serait présidé par un haut fonctionnaire avec une gouvernance qui serait mixte entre la profession et l'administration. Cette gouvernance prendrait des décisions sur la base de l'examen du dossier d'agrément des écoles, et derrière, les écoles auront la possibilité, et je suis convaincu qu'elles le feront, de faire du contentieux pour contester le retrait des agréments qui leur a été opposé. Donc il y aura des contentieux, et l'une des vertus de cette API, ce sera d'avoir les moyens de répondre à ces contentieux, ce qui aujourd'hui parfois est un peu fragile au niveau du ministère de la Santé. Donc la question de l'indépendance, je pense qu'elle se pose assez peu. Par contre, la question de la solidité de l'API pour faire face à toute cette action judiciaire des écoles, elle, c'est une réalité. Je suis plutôt beaucoup plus confiant dans ce système que dans le système actuel. De toute façon, le système actuel, on va se le dire gentiment, on est toujours à 30 écoles. Dans les 30 écoles, il y en a quand même une petite dizaine qui ne devraient plus être là depuis longtemps et qui sont toujours là. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc en tous les cas, il faut tenter autre chose. Alors, je pose la question de Guillaume. Enfin, il y a une double question puisqu'il en a rajouté une sur juste après. Donc cette année, le SFDO est-il toujours le seul syndicat représentatif de la profession en France en termes de nombre d'adhérents? Merci. Et donc, il complète, et dans une API future, faudra-t-il un nombre d'adhérents minimum pour être représentatif? Alors, le SFDO n'a jamais été le seul. On est actuellement 2 syndicats qui sont officiellement représentatifs de la profession, Ostéopathes de France et nous, depuis 2021, si je me trompe pas de date. Avant, nous étions 4. AFO et puis l'autre, c'était la CNO, ont perdu en nombre d'adhérents et n'ont plus la capacité à dépasser les 5% de l'effectif de la profession, qui est le seuil minimal pour être reconnu représentatif. Donc depuis 2021, on est toujours 2, et il y a eu une enquête en représentativité qui a été initiée par le gouvernement en octobre dernier, à laquelle nous avons répondu. D'après ce que je sais, on sera toujours 2, mais les résultats n'ont pas encore été divulgués. Donc statu quo, pour l'instant, c'est toujours Ostéopathes de France et nous qui avons ce statut officiel permettant de représenter légitimement les ostéopathes auprès des pouvoirs publics. Et donc dans une API future, on aurait le même mécanisme en fait, c'est-à-dire que pour que nous puissions être représentés dans une API future, il faudrait continuer à justifier de ce statut particulier. Tu veux que je reprenne la deuxième question qui avait été posée par Guillaume? J'ai pas vu. Non, dans une API future, faudra-t-il un nombre d'adhérents minimum pour être représentatif? C'est pareil en fait, il faudra toujours être à 5%. Et ça répondait à la question en fait. Ouais. Alors pour mémoire et pour information plutôt, on compte à peu près 20 000 ostéopathes aujourd'hui. Donc le seuil de 5%, il est à 1000. Et nous, au SFDO, on est 1250 actuellement. Donc, vous voyez que petit à petit, on se rapproche des 5% parce qu'on n'augmente plus. Pendant longtemps, on augmentait moins vite que la profession, mais on augmentait. Et là, on n'augmente plus parce qu'il y a un mécanisme aux causes multiples qui fait que c'est de plus en plus difficile pour nous de convaincre les ostéopathes qu'il faut se syndiquer s'ils veulent être bien défendus. Et j'étais aujourd'hui à Olistea, à Cergy-Pontoise, pour expliquer aux 5e année que c'est important pour eux et pour nous, collectivement, qu'ils adhèrent à un syndicat quand ils vont sortir. C'est un vrai sujet. Hein. Ce que je voulais compléter, ça me revient, c'est que c'est un constat qui se fait au niveau national dans toutes les professions. Pas que nous au SFDO, pas que l'ostéopathie. Ça touche bon nombre de professions et les syndicats ont du mal à atteindre cette barre des 5%, en tout cas à la maintenir. Oui, tu as absolument raison de préciser cela. Il y avait une émission intéressante sur France Culture il n'y a pas très longtemps. En moyenne, en France, moins de 10% des travailleurs, au sens très général, sont syndiqués.
Donc nous, on est quand même au-dessus de ça. Donc on est à moins de 10%, tout compris, avec dans les professions de santé une vraie difficulté. La CSMF, qui est le syndicat historique des médecins, est depuis très longtemps en dessous de 5%. La FMKR, chez les kinés, il y a deux syndicats principaux. Il y a le SNMKR et la FMKR. La FFMKR est aussi autour de 5% et ils sont en train progressivement de refluer. Et le SNMKR, ils doivent être à 2% aujourd'hui. Donc c'est vraiment, c'est un phénomène qui touche toutes les professions de santé. C'est une vraie difficulté et ça touche globalement tous les syndicats en France. C'est un phénomène assez mondial, mais qui concerne plus spécifiquement la France, où on est, d'après cette émission que j'ai écoutée sur France Culture, le pays où le taux de syndicalisation est le plus bas au monde. Donc il y a vraiment un enjeu. Et je disais aujourd'hui au 5e année que je veux croire qu'il va y avoir un rebond et qu'il y a un moment, il y aura une prise de conscience de l'importance et de l'intérêt de faire corps collectivement et que si on ne fait pas corps collectivement, eh ben, isolé, on n'est rien et on est en danger. Et donc, je vois la question de Maïté. Voilà, si la création de l'API fait qu'il y a moins de syndiqués, eh bien oui, Maïté, c'est l'un des risques. Et à ce moment-là, il faudra trouver des solutions pour permettre quand même qu'on soit représenté au sein de l'API. Mais oui, tu as raison, c'est un risque. Que nous avons évalué. Oui, qu'on a évalué. Il y a un moment, il faudra que, comme le disait Philippe, les ostéopathes sachent ce qu'ils veulent. On déploie tout ce qu'on peut à notre niveau syndicat pour essayer de convaincre qu'il faut vraiment faire corps ensemble. Mais il y a un moment où on a une limite, c'est qu'on peut pas, on n'est pas un ordre, on ne peut pas obliger. Alors, le temps que vous réfléchissez à la prochaine question, je vous rappelle qu'on a encore 2 webinaires. Alors, il y en a un, alors je ne sais pas qui ça va intéresser, des présents ce soir, parce que c'est surtout orienté vers les ostéopathes qui s'interrogent sur leur régime fiscal social. On va parler de micro-BNC, de BNC réel. Pourquoi ? Parce qu'on a un chiffre de 34% d'ostéopathes qui sont en micro-BNC aujourd'hui. Or, d'après nos évaluations, le micro-BNC peut être rentable pour une toute petite fraction des ostéopathes et qu'en général, c'est un régime qui est coûteux. Et donc, on voudrait faire de la pédagogie auprès des futurs ostéopathes et des ostéopathes déjà installés pour leur expliquer que, attention, au-delà de 10% de charges d'exploitation, et sans spoiler le prochain webinaire, au-delà de 10% de charges d'exploitation, le régime du micro-BNC n'est pas avantageux. Et puis après, on aura un webinaire au début du mois de juillet, et ça va être plutôt Elisabeth qui va le faire sur les contrats de collaboration et de remplacement. Nous avons des petites questions qui se sont rajoutées entre-temps. Donc il y a une nouvelle question de Maïté. Si j'ai bien suivi, un syndicat devrait être représentant des professionnels et un API, une API, représentante de la profession, ou juste défense des patients, et dans ce cas, qui en représentant de la profession? Alors, oui, le libellé des missions des syndicats, c'est l'étude de l'intérêt, comment c'est formulé ? Des intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs de ses membres. Donc on est bien sur la défense et sur la représentation des membres du syndicat. En effet, l'API, elle est tournée vers l'intérêt des patients, donc ça c'est aussi quelque chose de très central. Elle n'aura pas pour objet de représenter la profession, mais d'une manière générale, on peut s'interroger sur la réalité de représenter quelque chose de conceptuel comme une profession. Ça me paraît pas trop avoir de sens. C'est pour ça que les rôles des ordres de représenter une profession, c'est quelque chose d'un petit peu virtuel. Donc il n'y a pas vraiment de besoin de représenter une profession. Par contre, les professionnels, oui. Et puis garantir la défense des patients, oui également, parce que il faut des soins de qualité. Un petit commentaire de Émilie. Merci pour toutes ces informations. C'est intéressant de savoir où en est la profession et le travail que vous faites auprès des politiques. D'accord. C'était un commentaire, je l'ai lu en même temps. Donc, merci. Merci beaucoup, Émilie. Eh bien, bonne continuation à toutes et tous. Bonne soirée. Merci d'avoir été là ce soir parce que, écoutez, voilà, on essaie de faire de l'information et on est content de voir que ça répond présent. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et bonne soirée. Merci à toutes et tous. Ouais.